Bonjour, nous nous retrouvons à l'Eurométropole de Strasbourg pour ce troisième Facebook Live d'une série de 5 au moins. Avec aujourd'hui nous parlons économie. Je vous précise tout de suite que demain nous serons également à 11 heures en direct sur ce même plateau. Nous parlerons de la rentrée scolaire après ce déconfinement. Nous terminerons cette session de 5 Facebook Live dimanche avec Madame la préfète du Bas-Rhin et de la région Grand Est également. Et ce sera à la veille du jour J du déconfinement. Je souhaite la bienvenue à nos deux invités. Bonjour Robert Herman, président de l'Eurométropole de Strasbourg. C'est vous qui êtes à l'initiative de ces plateaux Facebook Live. Et nous avons le plaisir de saluer Jean-Luc Heimburger. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, Jean-Luc aussi. Président de la Chambre de commerce et d'industrie Alsace et Métropole. Alors évidemment, l'économie est au cœur des préoccupations de beaucoup de gens, de tout le monde sûrement, en cette période que nous vivons, inédite que nous vivons. Et pour commencer, je voudrais vous donner certains chiffres directement, vous les donner à vous, aux invités, mais également à nos internautes, qui montrent l'ampleur du problème. Le PIB mondial a reculé de 3% d'ores et déjà, soit une perte de 2500 milliards de dollars. Ça donne le vertige, mais c'est comme si on avait retiré d'un coup toutes les richesses cumulées produites en un an par la France. Ça, c'est au niveau de la planète. La baisse de l'activité économique en France est de 36%. Le chômage partiel touche 10,2 millions de Français. 453 000 emplois ont été détruits en France au premier trimestre. Et le recul du PIB de 2020 en France est estimé à 9% pour l'instant. Accessoirement, mais ce n'est pas accessoire, des défaillances d'entreprises. 72% des défaillances d'entreprises concernent les TPE de moins de 5 salariés. Et le nombre de créations d'entreprises a baissé de 25,5% en mars et en France. Localement, la situation économique dans le Grand Est, recul global de l'activité économique de l'ordre de 33%, 35% des salariés du privé étaient au chômage partiel dans la région Grand Est, 1,5 milliard d'euros de prêts rebonds ont été mobilisés dans la région, 15 ou 20% de sites industriels sont à l'arrêt et 60% d'entre eux sont en mode dégradé ou très dégradé. Et dans l'Eurométropole, 95% des établissements du secteur hôtellerie-restauration sont fermés. Ça, c'est la photo brute, dans tous les sens du mot d'ailleurs, brutale également donc, qu'on peut faire à ce jour, que ce soit mondialement pour la France et bien entendu en réduisant le focus sur la région Grand Est. Robert Herman, vous avez souhaité mettre en place ces Facebook Live de façon à ce que tous les décideurs de différents secteurs puissent expliquer tranquillement, avec le temps qu'il faut, la situation et comment ils la gèrent et comment on voit la suite des choses. Au niveau de l'économie, quelles sont les principales données que vous voulez souligner ou quelles sont les principales actions que vous voulez souligner? Non, moi d'abord je suis ravi d'accueillir Jean-Luc Heimburger avec qui on travaille régulièrement. Je le redis, cette émission elle a vocation, je veux dire, à informer et à permettre à nos invités, je veux dire, de s'installer en quelque sorte dans un temps qui permette l'explication et la pédagogie. L'économie, c'est très important, évidemment, je veux dire, et la reprise est un temps, je veux dire, qui est nécessaire. Il faut évidemment le faire dans des conditions sanitaires qui préservent la santé des uns et des autres, mais il faut reprendre. Je veux dire, de toute évidence, chacun le voit, l'arrêt des entreprises, c'est pour nous une perte qui aujourd'hui dépasse les 20 millions d'euros. En ce qui concerne nos encaissements de fiscalité et de taxes, c'est donc considérable. On sait qu'on va dépasser ce chiffre allègrement à travers les semaines qui viennent. Mais c'est aussi, je veux dire, l'angoisse, l'inquiétude, je veux dire, de nombreux concitoyens qui, les uns ayant un emploi, les autres espérant un emploi, je veux dire, sont devant cette inquiétude. Mon entreprise reprend-elle? Comment? Dans quelles conditions? Et l'économie participe évidemment très grandement, je veux dire, de la qualité de vie. Donc, inviter Jean-Luc Heimburger était quelque chose comme une évidence, je veux dire, parce que cette interrogation, elle est dans la tête de très nombreux concitoyens. Et puis, il y a un autre aspect, c'est le fait que les entreprises sont aujourd'hui contraintes, au-delà de la pensée du marché en tant que tel, comment est-ce que je conquiers des parts de marché, comment est-ce que je m'installe dans un marché, comment je travaille, comment je fais travailler mes salariés, comment je gagne de l'argent pour les rémunérer chaque mois. Ils ont une autre obligation, c'est de protéger les salariés. Je veux signaler vraiment, pour en parler avec beaucoup de chefs d'entreprise, l'effort considérable qui est fait, qui fait que nos entreprises commenceront en mode un peu dégradé, parce qu'il faut arriver à, d'une manière quelquefois un peu tâtonne,
mais à assurer d'une manière stricte la sécurité sanitaire des salariés qui viennent dans les entreprises. C'est un sujet éminemment important qui va coûter très cher aux entreprises. Et je m'arrêterai là puisque le règle de cette émission, c'est que je laisse beaucoup la parole à l'invité. 3 choses. L'un, les collectivités ont un rôle important à jouer. Il faut qu'elles reprennent leur marché, il faut qu'elles bouclent les marchés qui ont été engagés avant le confinement, il faut qu'elles fassent les réceptions de travaux pour payer les entreprises, il faut qu'elles accélèrent les délais de paiement. Ça, c'est ce que les collectivités peuvent faire, en rajoutant évidemment le fait de reprendre les appels d'offres le plus vite possible pour attribuer les marchés. Par ailleurs, il faut que nous puissions faciliter les choses. Nous avons travaillé sur les transports en commun, nous avons besoin, je veux dire, de relancer. Ils seront relancés grosso modo à hauteur de 70% à partir de lundi. Et par conséquent, on essaye de faire en sorte, là aussi, de permettre aux gens de rejoindre leurs entreprises. Les écoles reprennent de manière dégradée. Donc les collectivités ont été au rendez-vous, les entreprises, je le sais, le seront. Et nous essayons, en nous téléphonant régulièrement, en travaillant régulièrement ensemble avec les modes digitaux actuels, à faire en sorte que tout cela fonctionne dans la cohérence, mais que cela puisse fonctionner. Voilà. Il appartient à Jean-Luc maintenant de dire tout ce travail des entreprises, travail considérable. Je le dis aussi à l'attention des collectivités qui nous regardent, en accord avec les corporations et syndicats et représentants professionnels, nous avons sur tout le marché mis en place une ligne une ligne Covid sur nos marchés publics, de telle sorte qu'on puisse aider les entreprises à rémunérer cette charge supplémentaire et qu'elles ne soient pas pénalisées par cela. Ligne qui disparaîtra, je veux dire, à la fin de cet épisode qui, je l'espère, s'achèvera le plus vite possible. Alors je précise que vous tous, les internautes, vous pouvez poser vos questions tout au long de ce Facebook Live. J'ai ici une petite tablette qui va les recueillir et je me ferai le relais de ces questions auprès de nos 2 interlocuteurs. Vous pouvez vous poser vos questions sur la page Facebook de Strasbourg.eu et sur la page Facebook de Hors Normes, bien entendu. Alors Jean-Luc Caïm-Bourget, je voudrais qu'on prenne beaucoup de temps, le maximum de temps qui nous sera possible pour parler de ce qui va se passer demain. Parce que je pense que vos chefs d'entreprise, enfin qui sont de votre obédience, mais qui aussi le grand public a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. N'empêche que vous n'avez pas attendu aujourd'hui au niveau de la CCI pour faire ce que vous deviez faire. Ces 2 derniers mois de confinement qui sont une épreuve inédite pour tout le monde, hein, les chefs d'entreprise, les salariés, les élus, enfin la terre entière. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 2 mois? Quel a été le soutien apporté par la CCI aux entreprises et au commerce de la région? Si vous voulez, on a été comme tout le monde, hein, on a été mis en situation de guerre ou de bataille très vite. On a dû constituer nos équipes de choc également. J'aimerais d'entrée de jeu peut-être déjà dire merci aussi à l'ensemble de nos collaborateurs et collaboratrices de notre CCI qui ont très vite su s'adapter à cette situation-là, en télétravail pour la très grande majorité aussi, et de se mettre vraiment en ordre de marche pour pouvoir répondre très vite aux préoccupations des entreprises. Puisque la première chose qu'il a fallu faire, c'est d'abord continuer à faire ce qu'on fait dans notre quotidien, c'est-à-dire accompagner les entreprises, quelle que soit leur situation. Et surtout pouvoir répondre aussi à des choses qui sont en cours, que ce soit par rapport à de l'export, que ce soit par rapport à de l'apprentissage, des contrats d'apprentissage. On peut citer aussi, je dirais, un gros challenge qui a été relevé, c'est poursuivre également les formations, puisque nous avons pu poursuivre pour 1500 étudiants sur 25 cycles, je crois, la formation à distance. Donc ça permet aussi à tous ces jeunes qui passent des examens et des BTS de pouvoir être suivis, d'avoir un suivi pédagogique. Donc ça a été vraiment un challenge. En moins de 8 jours, le dispositif a été mis en place. Et c'est cette continuité d'abord qu'il a fallu assurer en grande partie. Puis ensuite, il a fallu bien sûr, quand un chef d'entreprise se fait fermer son entreprise globalement, hein, par obligation sanitaire du jour au lendemain, puisqu'on a tous eu à peu près 24 heures pour fermer nos entreprises, et ben c'est d'abord le questionnement, on ferme oui et demain. Donc c'est déjà pour répondre à des questions et rassurer et dire qu'on est là et recueillir tout de suite à chaud des remarques, des réflexions, des questions, de pouvoir y répondre dans la mesure du possible. Et ensuite, il y a la partie du quotidien qui est le mien, mais de plein d'autres également au niveau de nos élus et de nos responsables de la CCI, c'est être au contact des collectivités, être au contact des services de l'État, de Madame la Préfète et ses services, et de pouvoir savoir ce qui va se passer, c'est-à-dire comment traduire déjà des décisions
qui sont prises quotidiennement par notre gouvernement, qui sont retranscrites, qui doivent être compréhensibles aussi, qui doivent être appliquées. Et c'est ça, en fait, notre gros travail du quotidien. Vous avez mis en place un guichet unique pour les entreprises également, oui. comme alors, en fait, Bruno Le Maire. Oui, alors c'est Bruno Le Maire qui nous a désignés, nous, CCI, comme les autres chambres consulaires d'ailleurs, pour être guichet unique, puisque il s'est dit, finalement, on a quand même un organisme représentatif du monde de l'entreprise, donc je rappelle CCI, c'est commerce, industrie et services, et de dire, écoutez, chaque chambre, ensuite agriculture et métier, est dans son rôle d'être en première ligne. Mais être en première ligne, c'est-à-dire faire tout seul. Hein. Ce que je disais, c'est être en première ligne, c'est aussi à ce moment-là avoir ce travail collaboratif avec l'ensemble des acteurs de la vie sociale et économique du pays. Et puis vous avez forcément aussi contribué à répondre à l'urgence sanitaire, parce que dans les entreprises, comme partout ailleurs, cette urgence sanitaire, elle passe par des choses très très concrètes, hein, les masques, les équipements de protection individuelle, etc. Alors je dirais ça déjà, c'est quasiment du second temps, puisque ça vient tout de suite sur les quelques entreprises, elles sont à peu près 20% à avoir pu continuer leur activité, donc pour lesquelles il a fallu très rapidement apporter des réponses. Il y en a certaines qui ont pu anticiper, sentant venir cette crise par les systèmes d'information dès le mois de février, qui ont anticipé, qui ont pu continuer. Je parle entre autres de l'agroalimentaire. Mais il y a aussi des sociétés liées à l'agroalimentaire qui ont eu des difficultés de reprise rapide parce que soit elles avaient déjà donné un petit peu de leur dispositif, et ça aussi, je peux faire une parenthèse, c'est un gros travail qu'a fait la CCI, c'est de solliciter les entreprises du territoire, qui sont au nombre à peu près de 80 000, pour voir qui pouvait donner. Et pour reprendre un chiffre, ce sont près de 336 000 équipements EPI qui ont pu remettre directement ou indirectement à des hôpitaux. Équipements de protection grâce, individuelle. Effectivement, à ce travail collaboratif qu'on a pu avoir, donc c'était important, mais aussi qui sont retrouvés, je dirais, dans un second temps, aussi en difficulté, parce que ce qu'elles avaient donné, elles n'avaient pas pu l'utiliser pour elles-mêmes. Donc on a essayé de remédier à cela aussi, on en parle un petit peu tout à l'heure. Donc c'est vrai que c'est quand même dans l'urgence, hein, on est vraiment dans l'urgence au quotidien, de dire, OK, les secteurs ou celles qui peuvent reprendre, comment on peut les aider ? Comment peut-on faire? Donc on a aussi référencé sur le site de la CCI, et j'invite effectivement les internautes, chefs d'entreprise et autres d'ailleurs à y aller. On a répertorié sur notre site, vous faites une recherche par masque par exemple, vous tombez sur différentes listes, toutes les entreprises alsaciennes qui fournissent des équipements de protection, il y en a je crois pas loin d'une centaine. Il y a ensuite les entreprises nationales, donc élargie Grand Est et national, et aussi des entreprises allemandes, parce que le réflexe que nous avons eu, c'est de faire bénéficier de ces relations privilégiées que nous avons avec nos chambres de commerce et d'industrie allemandes, les IHK, pour voir avec elles aussi de quelle manière on pouvait s'entraider. Et nous avons également, on n'a peut-être pas assez parlé, aussi, je dirais, des dons financiers qui ont été faits pour permettre d'acheter des EPI, mais aussi des entreprises fabricantes d'EPI qui ont pu donner des EPI pour l'urgence en Alsace. Sur l'aspect local, on y reviendra parce que vous avez pris des initiatives aussi très intéressantes. Un petit mot sur l'accompagnement des entreprises. On sait qu'il y a un peu plus de 160 décrets ou lois qui ont été publiés depuis mars, directement liés à la crise sanitaire que nous vivons. Et j'imagine qu'il a fallu informer tous vos ressortissants également parce que quand on est chef d'entreprise et encore plus dans ces moments-là, suivre l'actualité du journal officiel, c'est pas tout à fait évident, quoi. Oui, alors on est un peu habitué parce qu'on est aussi organisme d'État, là, oui, donc on est habitué à ce genre de gymnastique dont vous parlez, mais c'est notre rôle. Notre rôle, c'est justement essayer de démystifier tous ces textes-là, de pouvoir les faire comprendre et de pouvoir les simplifier, qu'ils soient applicables. Parce que pour un entrepreneur, aujourd'hui, il faut que les choses soient comprises très vite et pouvoir être appliquées très rapidement également. Alors, sur le site internet de votre chambre, qui peut apparaître à l'image, figure une checklist de reprise d'activité. Ça, vous l'avez mise en place. Je voudrais qu'on la détaille un petit peu. Elle comporte 5 grands points. C'est-à-dire que tout chef d'entreprise aujourd'hui, il n'a pas attendu à mon avis aujourd'hui, mais qui envisage de reprendre l'activité plein pot maintenant, parce qu'il aura reconstitué son personnel, par exemple à partir de lundi, etc. peut-être, peut trouver cette checklist et la suivre. Donc c'est important en période de crise. Alors d'abord, en tout premier lieu, je lis mobiliser les aides et consolider la trésorerie. Ça, c'est à peu près l'obsession de tous les chefs d'entreprise actuels, ça. Ben, c'est à la fois une obsession et c'est le nerf de la guerre, parce qu'une entreprise qui n'a plus de trésorerie et perdre un mois de chiffre d'affaires, c'est perdre immédiatement l'équivalent en trésorerie. Donc c'est aujourd'hui une nerf de la guerre pour pouvoir continuer. Donc effectivement, la première des choses, hein, c'est on est un peu comme à l'hôpital, hein, pardonnez-moi de faire le rapprochement un peu facile, mais là on est vraiment souvent pour la plupart des entreprises dans un contexte de quasi de réanimation déjà, hein, c'est-à-dire sans trésorerie, on n'a plus rien. Et quand on n'a plus rien, en 2-3 mois, l'entreprise ne survit pas à la crise. Donc
Ce qu'il faut, c'est remettre de l'énergie, de la capacité à payer, de la capacité à indemniser, de la capacité à acheter, hein, même si c'est encore difficile pour l'ensemble de l'écosystème, mais c'est nerf de la guerre. Et je dois dire aussi, là aussi, il faut quand même dire quand les choses vont bien, je trouve qu'on a eu une mobilisation et une réactivité de l'État, des services de l'État, des collectivités aussi, puisqu'elles abondent aussi des fonds résistance, et de l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise. En 15 jours, 3 semaines, on a eu quand même des éléments qui ont été en place, qui ont permis de faire très vite. Les PGE fonctionnent très bien. Alors bien sûr, on a encore des cas où c'est compliqué, des cas où ça ne va pas, sur lesquels on intervient plutôt en microchirurgie, mais on doit arriver à accompagner ces entreprises, mais les solutions ont été apportées. Pas pour tout le monde, pas tout de suite, mais elles arriveront encore, et notre boulot du quotidien, je le disais tout à l'heure, c'est d'être là justement auprès des autres services pour dire, voilà, maintenant on a un cas particulier qui n'a pas pu être traité, comment est-ce qu'on traite? On a une écoute, on a une réflexion et on avance. Mais pour revenir à la trésorerie, oui, aujourd'hui c'était le plus urgent, et ce qui permet au moins d'essayer de maintenir une majorité d'entreprises viables. Oui, c'est vital, bien entendu. Alors, bien entendu, dans cette checklist, il y a la reprise de l'activité, mais aussi assurer la sécurité des salariés. Oui. Ça, c'est un point quand même essentiel. Le chef d'entreprise est responsable de la sécurité de ses salariés. C'est même une des premières responsabilités qu'en temps normal, il doit assurer, mais en plus en situation de crise comme ça. Oui, alors je rebondis un peu sur ce que Robert Herrmann disait tout à l'heure. C'est vrai que c'est un élément nouveau sur cette partie-là de la mise en sécurité de nos salariés, parce que évidemment, en tant qu'entrepreneur, comme en tant que responsable de collectivité, on a le devoir, de toute façon, de protéger nos salariés, et ce depuis longtemps. Se rajoute maintenant cette difficulté-là, qui n'est pas évidente, parce que c'est vrai, quand on parle de distanciation, et qu'on peut travailler en équipe, en proximité, comme on a l'habitude dans notre pays ici, de se serrer la main, de discuter en proximité, etc. C'est vrai que c'est un peu compliqué à gérer. Ce sont de nouvelles habitudes qu'on doit prendre en compte. Alors, mais évidemment, il y a le coût de la mise en place, qui est quelquefois très contraignant, aussi, il ne faut pas l'oublier. Je parle entre autres pour le commerce aujourd'hui, le commerce d'habillement, etc. Comment faire essayer des vêtements quand même, ou pas, mais une fois que c'est essayé, comment le gérer, puisqu'après il y a des obligations. Il y a des problématiques nouvelles qui vont apparaître. Il y a vraiment des problématiques nouvelles. Comment séquencer l'entrée des clients dans les magasins pour qu'ils ne soient pas à 10, 20 ou 30. Donc il y a des discussions de la pédagogie à faire. Donc la première pédagogie, étant chef d'entreprise, je l'ai vécu aussi dans mes entreprises qui ont repris, c'est beaucoup de temps avec les salariés. Je veux dire, le côté relation sociale, je trouve, a retrouvé encore plus de sens aujourd'hui. Je ne dirais pas du fait de cette crise, j'allais dire grâce, mais du fait de cette crise, je pense pour échanger ensemble, pour dire comment on peut le faire pour que ça marche. Mais ça n'empêche que les vieilles habitudes arrivant toujours à nouveau au galop, mais pas par mauvais esprit, c'est simplement par mauvaises habitudes encore, et par manque de nouvelles habitudes, on est quand même obligé pendant un temps, et je pense que ça sera la même chose lors de la reprise des activités dans le quotidien, fréquentation du centre-ville, fréquentation des magasins et plus tard des restaurants, il faudra que les gens s'habituent à une nouvelle discipline qu'ils devront s'appliquer. On le vit dans nos entreprises, mais on devra le vivre aussi plus largement. On en parlera certainement tout à l'heure. Dans le grand public. Robert Herrmann ? Non, un mot pour dire que je crois qu'il faut que chacun ait bien à l'esprit que, certes, il y a une période de déconfinement, il ne faut pas qu'on revienne à une situation de reconfinement. C'est-à-dire que ce soit les collectivités, la raison pour laquelle on prend toutes ces mesures dans nos collectivités, dans les transports, dans tout ce qui fait l'environnement en général, mais ce qui se fera dans les entreprises, et on l'a vu. Vous avez comme moi entendu aux actualités nationales une grande entreprise automobile qui est amenée à revoir la totalité de ses plans pour pouvoir reprendre sa production. Je veux dire que les entreprises portent, comme nous, une responsabilité importante dans la volonté de respecter absolument les consignes. Je veux dire que personne ne serait gagnant si toutefois nous retournions dans une période de confinement. On voit bien les dégâts produits par ces semaines je dirais, d'inactivité sur le plan économique et social. Et donc, je crois que chacun doit avoir à l'esprit, qu'il soit chef d'entreprise ou pas, d'ailleurs, ou salarié, mais je veux dire qu'il y va de la responsabilité individuelle. Alors, si je peux peut-être, pardon, M. Fournier, si je peux juste préciser quand même, parce que ça, c'est extrêmement important et c'est une clé extrêmement importante de réussite. Et il faut que les personnes qui nous entendent... alors là, pareil, je fais un rapprochement un peu bizarre, mais j'appelle ça quand même de l'évangélisation, parce que c'est important, il faut que chacun en parle.
faut que chaque salarié de nos entreprises soit lui-même à un moment, transmette un message. Il faut que très largement ça sache. La reprise d'une entreprise est extrêmement compliquée. Au-delà de mettre du gel hydroalcoolique, de donner des masques, de parler des distanciations, ça c'est relativement simple, l'application est difficile. Ce qui est compliqué, c'est à un moment, on va remotiver l'ensemble de nos salariés à rejoindre nos entreprises tout en maintenant une partie de télétravail, on en parlera aussi tout à l'heure. Et je peux dire aujourd'hui, on a fait tous un grand pas dans ce dispositif-là et ça marche plutôt bien. Mais on a quand même besoin de présence physique. La grande problématique qu'on pourrait avoir, c'est qu'avec cette seconde vague dont on parle déjà, le risque du moins de la seconde vague, c'est que franchement, ça sera un effet démultiplié par 2 ou par 3 sur les difficultés ensuite. Donc vraiment j'incite, ayons tous la responsabilité de cela en tête. Nous sommes tous concernés par l'entreprise, que ce soit les collectivités en matière d'impôts, que ce soit en organisation, que ce soit nos salariés, que ce soit le système économique en lui-même. Ne cassons pas ce qu'on est en train de remettre en place par négligence, par irresponsabilité, par oubli. On ne peut pas se le permettre. Donc là, vraiment, j'insiste là-dessus, pardonnez-moi de le faire de cette manière-là, mais on ne pourra pas louper, on n'aura pas une deuxième chance, je veux dire, de gagner la partie. Là. Mais cette action-là que vous menez, ce que vous venez d'évoquer, est déjà bien en place, puisque je crois savoir qu'il y a quand même une collaboration remarquable, exemplaire, vous l'avez souligné tout à l'heure, entre les entreprises et ceux qui les représentent comme vous, les collectivités locales, l'État même, avec la préfète que nous aurons dimanche sur ce plateau. La coopération quand même donne enfin, vue d'extérieur en tout cas, avec l'œil curieux du journaliste, donne quand même une impression de... C'est bien en place, quoi. Ça huile bien, c'est fluide. Je dois dire aussi que dans les entreprises qui ont des représentations sociales, syndicales, je veux dire, les travaux se sont faits, et moi je dois faire remarquer quand même que ce travail se fait dans d'excellentes conditions, et qu'il y a une perception, une compréhension, je veux dire, de l'importance et de l'acuité de ce sujet, avec donc un accompagnement et un dialogue dont on voit bien que malgré les difficultés, il se fait dans des conditions qu'on peut considérer comme très satisfaisantes aujourd'hui. Peut-être que je crois qu'il y a là vraiment une envie collective, je veux dire, de se battre sur le front, je dirais, de la santé. Peut-être que ce sont des fruits qu'il faudra cultiver pour plus tard. Je crois. Ça peut servir en France. Alors, on est obligé d'accélérer. On n'aura malheureusement pas assez de temps de toute façon. Vous venez de parler de ces espèces de communication. Vous venez aussi de parler d'approvisionner les entreprises en masques avec les EPI, tous azimuts, y compris en Allemagne. On a bien compris. Je voudrais quand même qu'on parle maintenant du télétravail, par exemple. Oui. Vous l'avez dit à l'instant d'ailleurs, vous l'avez souligné à l'instant. Cette donnée-là existait, mais de façon un peu évanescente avant. C'était beaucoup réservé à quelques cadres qui avaient quelques obligations nouvelles ou qui pouvaient s'arranger avec leur employeur. Ce télétravail est devenu très important, il faut le privilégier, dit l'État. Il faut le privilégier dans les 3 semaines qui viennent de façon très importante. C'est pour la reprise du sujet que nous discutions il y a 48 heures sur ce même plateau, pour que les transports en commun puissent assurer leur mission de façon la plus pérenne possible et la plus safe possible. Donc ce télétravail, vous le préconisez, l'information est passée au niveau des chefs d'entreprise ? Oui, elle est déjà passée, mais elle passera encore. C'est-à-dire là aussi, c'est un de nos rôles, c'est accompagner, prouver que ça marche. Puisque le télétravail, vous le disiez fort justement, semble être réservé à quelques cas très particuliers de type d'entreprise, peut-être informatique et autres, etc. Et puis finalement, on se rend compte, et moi qui ai des métiers qui sont plus des métiers de terrain, des métiers extérieurs, que finalement, dans cette période-là, quasiment la totalité des personnes, bureaux et au niveau commercial, ont pu travailler de chez eux, et que ça a fonctionné. Alors ça ne veut pas dire non plus que tout fonctionne qu'en télétravail. C'est pour ça que je dis, ça sera à chaque environnement, je dirais, à chaque entreprise, à ce moment-là, de déterminer quelle partie pourrait être réservée au télétravail et quelle partie doit être réservée à la réunion, au contact physique, aux échanges directs, parce que le télétravail pose aussi des problèmes. On l'a tous vécu depuis quasiment 2 mois maintenant. C'est aussi très difficile à gérer intellectuellement à un moment, qu'on passe d'une audio à une visio, à une visio à une audio, une audio à une visio, et puis ce qu'on se disait avant, ça passe par 3 coups de fil. Je veux dire, franchement, on rentre le soir, on est plutôt rincé au niveau de l'esprit, parce que c'est un autre type d'attention, c'est un autre type de travail, et c'est beaucoup plus de répétition. C'est autre chose, bien sûr. Voilà, c'est tout à fait autre chose. Mais ça marche. Alors je pense que la très bonne nouvelle, c'est que vraiment aujourd'hui, on a beaucoup d'arguments, et beaucoup de chefs d'entreprise, dont je suis, je le redis, ont été convaincus, mais ont tenté que ça pouvait marcher. Je dirais, en 1 semaine, on a été convaincus que ça pouvait marcher. Mais je précise aussi que le télétravail, ça s'organise
Parce que bien évidemment, pour qu'on puisse à la fois avoir la confiance, mais également le contrôle, qu'on puisse déterminer quelles tâches seront privilégiées en télétravail et quelles tâches sont privilégiées de façon, je dirais, organisation bureau, il faut travailler, il faut le préparer et il faut le partager. Et cette organisation, bien sûr, nécessitera à un moment un temps de collaboration et d'échange entre le chef d'entreprise et ses salariés pour dire, OK, on imagine ensemble notre façon de travailler et on l'écrit ensemble. Donc, je pense qu'il y aura des suites très positives. Pour vous, c'est, j'imagine, en tout cas je le sens comme ça à vous entendre, c'est peut-être une des leçons qui vont être tirées de cette crise. Et si vous imaginez, parce que ça les chefs d'entreprise, ils adorent tout ça, tous ceux que je connais, ils aiment bien parler de ça, l'entreprise de demain, comme on disait, comment elle doit évoluer, ça c'est un souci permanent dans le chef d'entreprise. Sans doute que cette notion de télétravail va être très 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 étudiée. Oui. Et c'est même le monde de demain, parce que je pense que l'entreprise, bien sûr, est un élément au centre de tout un système, mais on parle de nos administrations, on parle aussi de nos collectivités. On échangeait avec Robert Herrmann un petit peu tout à l'heure. On a par exemple aujourd'hui encore, c'est des messages que je passe, des blocages dans certaines petites communes ou petites collectivités qui estiment qu'aujourd'hui, ou en télétravail, mais on ne se déplace pas encore. Or, les entreprises du BTP, dont on ne peut pas réceptionner les chantiers suivant les marchés publics, je veux dire, on ne peut pas facturer, on ne peut pas être payé. Donc, je veux dire, c'est là où je dis, les limites du télétravail, elles sont quand même réelles, mais je pense qu'on peut, aujourd'hui, avec les moyens techniques qu'on a et une bonne organisation, aller plus vers ce système de travail. Et je pense que même il y a des effets positifs aussi pour les salariés de ce qu'ils me remontent eux, c'est que finalement, de ne pas être dans un stress aussi de devoir se lever, de courir, de se déplacer, d'aller au travail, de se garer quelquefois, etc. Aujourd'hui, les APS, ça leur permet un meilleur équilibre intellectuel aussi pour une performance meilleure. Et je crois qu'il faut le reconnaître, c'est un des effets positifs du télétravail. Vous vouliez ajouter quelque chose, Robert? Oui, parce que je pense qu'on est en train de vivre une mutation en accéléré, je veux dire, de toute une série de phénomènes, voire de notre société tout entière. C'est-à-dire que le télétravail, il est ce que représente la thématique dans les entreprises, mais il est aussi, je veux dire, moins de déplacements pendulaires dans les villes, donc moins de pollution, moins de voitures, et donc aussi la réponse sur le plan climatique, je dirais, aux interrogations qui sont posées. C'est également une autre manière de regarder la vie, c'est-à-dire que si on partage un certain nombre de bureaux, puisque le télétravail, c'est pas que à la maison. Je veux dire, le télétravail qui marche, c'est 2 jours ou 3 jours de télétravail et 2 jours à l'entreprise, pour ne pas couper le lien. Mais si on regarde cela, ça veut dire moins de mètres carrés de bureaux à terme, la possibilité de construire du logement dans les villes, en évitant les flux pendulaires. Et on voit bien que les entreprises sont en train, là, d'initier un mouvement qui aura des conséquences sur toute une série d'autres sujets. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons fait un courrier aux entreprises qui est plutôt bien reçu, en disant, pouvez-vous essayer d'étaler vos horaires de début et de fin d'activité, de telle sorte que nous n'ayons pas ces systèmes pendulaires qui fassent qu'entre 7h30 et 9h, il y ait 30 km de bouchons aujourd'hui sur la 35, et voir si on peut un peu retravailler ces questions. Ce n'est pas l'objet de la discussion d'aujourd'hui, mais je veux dire que ce qui est engagé comme réflexion par les entreprises nous permettra demain, avec elles, de reprendre également ces sujets-là d'une manière extrêmement. Je sais que dans les entreprises aussi, vous allez sans doute me le confirmer, Jean-Luc Heimburger, l'appel des collectivités locales et aussi des autorités de transport et même de l'État a été entendu, puisque vous avez incité les entreprises à étaler l'heure d'embauche, le créneau d'heure d'embauche et donc de débauche le soir, pour que, au niveau des transports, ça soit le plus fluide possible. Oui, alors bien sûr, dans tout métier, il y a des limites aussi, mais effectivement, on a pu échanger avec Madame Demange pour la partie TER, on a pu échanger également avec la CTS pour la partie tram et bus, et on a eu les éléments cette semaine, et je vais en appui, mais évidemment, de nos partenaires du quotidien, aussi appuyer là-dessus. J'aimerais juste préciser aussi, il faudra aussi que les cadres administratifs, réglementaires et sociaux puissent être aussi un peu plus souple, parce que bien évidemment, dans des cadres extrêmement resserrés qui sont aujourd'hui, on ne va pas pouvoir bouger grand-chose. Tout va chaque fois qu'on lève le petit doigt, voilà. Mais il faudra aussi qu'il y ait des efforts d'écoute et des efforts de progrès qui soient faits à ce niveau-là. On ne peut pas avoir des comportements des années 50 sur aujourd'hui des problématiques de 2020, sur lesquels, vous l'avez dit fort justement, sur lesquels aujourd'hui on a un bond en avant qui s'accélère et sur lequel il va falloir changer très vite. Je voudrais qu'on parle du commerce, oui. Ça fait partie de vos prérogatives également, et au-delà peut-être même des artisans, des TPE, etc. Au niveau des commerces, il
des choses, des initiatives nouvelles qui ont été prises, enfin qui ne sont pas nouvelles sur le plan technique, qui existaient déjà avant. Je pense au click and collect, par exemple, grosso modo. Alors, j'explique le barbarisme rapidement. On clique sur Internet, on commande sur Internet et on récupère dans le magasin le produit lors d'un canot qui nous est signifié à ce moment-là. Beaucoup d'entreprises, beaucoup de commerces l'ont mis en place. La restauration rapide aussi y est arrivée. Là-dessus, donc ces commerces vont réouvrir, enfin en tout cas pour la partie en dehors de la restauration, ça va réouvrir. Il y a les marketplaces également, voilà, et tous les horaires qui sont avec, ça fait partie d'une réflexion. Après, je vous poserai quelques questions qui nous sont tombées entre-temps, des questions très pratico-pratiques. Mais sur cette partie des nouvelles pratiques, en tout cas de la pérennisation, la généralisation du click and collect, etc. Ouais. Alors, si vous voulez, déjà sur le sujet général aujourd'hui, et de cette accélération, et du changement des choses, je pense que j'invite vraiment chaque entreprise à vraiment se poser avec ses équipes et à dire, bon, ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui, on va en garder un bout, mais il faut se réinventer très vite pour demain. Et je pense que chaque entreprise doit ramener 30 voire 40% de nouvelles choses qu'elle ne faisait pas forcément avant. Et j'ai quotidiennement des entrepreneurs qui m'appellent en disant, Jean-Luc, j'ai un truc que j'aimerais lancer parce qu'on ne l'a pas fait avant, mais c'est un marché qui s'ouvre, je vais y aller. On a aujourd'hui, je pense, une nécessité de se réinventer en partie. Ce n'est pas simple, mais il faut le partager et c'est aussi un bon moment de recréer une dynamique avec l'ensemble de ses collaborateurs, collaboratrices. Ça, c'est en général. En détail, par rapport à ce que vous dites là, et surtout sur la restauration, c'est vrai que le click and collect, moi, je l'ai un peu adapté au cook and collect. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ceux qui ont réagi, et on s'appelle, on se téléphone, je regarde, on voit même sur les réseaux, sont tous extrêmement heureux d'avoir pu le faire très rapidement. Moi, j'invite, et il y a d'ailleurs un bel article aujourd'hui dans notre PQR, j'invite d'ailleurs à le faire tous, parce que pour l'instant, c'est vrai, je dirais même psychologiquement, on va avoir quelques retenues à sortir beaucoup plus régulièrement. On le fera certainement progressivement, parce qu'il y a un temps de reprise de confiance qu'on doit tous avoir, un temps de précaution qu'on doit maîtriser, on en a assez parlé, et je pense que là, il faudra qu'on trouve le plat qu'on aime bien chez un tel ou chez une telle, le retrouver chez soi à la maison. On pourra recréer des soirées conviviales avec des possibilités d'avoir une cuisine toute préparée, celle qu'on a aimée, qu'on aurait aimé partager chez notre restaurateur préféré également. Je pense qu'aujourd'hui, c'est incontournable. J'invite vraiment une majorité de restaurateurs à le faire, parce qu'on a des exemples d'étoilés, on a des exemples de non étoilés, on a aussi des exemples de restaurants de quartier qui le pratiquent et qui tournent et qui récupèrent, au moins pour avoir l'équilibre, plus, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Hein. On peut juste rajouter à cela aussi qu'il y a quand même des dispositions qui sont prises de manière très exceptionnelle pour ces métiers-là, pour ces professions-là, pour leur permettre des prolongations de chômage partiel. On a entendu donc depuis 2 jours aussi un abandon total des charges sociales pour ces métiers-là aussi, c'est quand même important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on arrivait encore, et je fais toujours une petite parenthèse, au niveau de nos bailleurs aussi avoir une contribution, on n'a pas de moyen légal de le faire aujourd'hui. Moi, je leur demande très sérieusement, soyez contributifs à cette situation de crise, vous ne le regretterez pas parce que chaque local commercial que vous garderez, chaque acteur économique que vous gardez près de vous, je veux dire, il le sera durablement parce que nous sommes à ses côtés. Ah oui. Et ne vaut-il pas mieux faire un effort sur 3 loyers ou 4, et puis ensuite pouvoir à nouveau avoir un locataire qui est là, qui travaille, qui réussit, parce que les locaux fermés, je pense que durablement, ils le seront, on aura du mal à remplacer. Puisqu'on est sur la partie restauration, qui est une partie à Strasbourg notamment incroyablement essentielle, hein, complètement vitale, hein, plus de 800 restaurants je crois sur Strasbourg. C'est évidemment dans les populations de chefs d'entreprise que vous gérez en quelque sorte, c'est sans doute la corporation qui actuellement a le plus de panique, de terreur, parce qu'elle sera la dernière déconfinée. Si tout va bien, on attend des nouvelles dans un mois, mais rien n'est sûr, hein, évidemment, comme tout ce qui est fait en même temps. On connaît leurs difficultés. Et dans quelles conditions vont-ils devoir reprendre? Je pense à des conditions matérielles très encadrantes, pas forcément sympathiques pour la convivialité naturelle de ces lieux. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Comment vous leur demandez on vient d'avoir un début de réponse avec le cook and collect, comme vous dites très heureusement, mais qu'est-ce que vous leur dites? Vous êtes à leur côté, mais la situation est difficile pour eux. Non, alors la situation est très difficile et je veux dire, je ne serais vraiment pas en position de pouvoir leur donner la moindre leçon. Il faut être extrêmement modeste par rapport à cela. Mais ce que je dis simplement, c'est qu'on va continuer à bosser ensemble pour trouver les moyens de rendre leurs exploitations les plus rentables possibles. Alors bien évidemment, il y a d'abord la construction d'un système, la reconstruction d'un système économique. On n'a pas de leçon de cuisine à leur donner, ce sont les professionnels. On n'a pas de leçon de gestion à leur donner non plus parce qu'ils la connaissent très bien.
Mais c'est avec nos partenaires, l'État en particulier, c'est trouver tous les dispositifs aujourd'hui pour que les coûts soient les moindres possibles. Je précise aussi, Robert Herman pourra aussi le dire, des efforts qui sont faits par les collectivités sur les taxes, d'accord, pour aider. Donc je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, ce sont aussi les professions qui ont le plus d'aide, le plus d'accompagnement pour permettre de passer ce temps de fermeture ou de quasi-fermeture. Ensuite, bien sûr, il y a cette partie de réinvention dont on a parlé, et il y aura la partie réouverture. Moi, je peux les assurer que nous mettrons tout en œuvre pour les accompagner et surmonter les difficultés. Puisque le restaurant en lui-même, ou le bistrot en lui-même, c'est d'abord un lieu de convivialité. On a envie d'être un petit peu proches les uns des autres, que ce soit ensemble à table ou des tables les unes près des autres. C'est l'ambiance qu'on a bien y trouver. On ne va pas pouvoir la détruire. Mais par contre, il faudra y trouver un temps donné, des conditions spécifiques pour réussir. Et donc, on sera inventif avec eux. Mais ce sont des acteurs indispensables à notre société, à nos villes, à nos centres-bourgs et tout ce que vous voulez. Donc, on ne les laissera pas tomber, c'est impossible. Donc, ils trouveront, de toute façon, ils savent qu'ils ont une écoute, ils savent qu'on a des partages à avoir ensemble, mais on trouvera des solutions. Et si on pouvait effectivement, comme ils le disent aussi eux, ne pas arriver à devoir mourir ouvert, mais plutôt vivre effectivement un temps encore fermé et ensuite être sur je dirais sur une certitude de pouvoir joindre de nouveau les deux bouts et progressivement monter en cadence, on aura gagné la partie. Alors, il y a des questions qui sont tombées. Certaines sont un peu hors sujet, on ne va pas trop en parler, mais en tout cas, il y a des questions très pratiques qui sont tombées. Et je vais vous demander d'y répondre rapidement parce qu'il ne nous reste plus que 10 minutes, me glisse-t-on dans l'oreille. Ça passe très vite, je vous avais prévenu. J'ai un salon de coiffure, nous dit un artisan. J'ai un salon de coiffure. Et effectivement, par rapport à la sécurité, l'équipement m'a d'un coup obligé à dépenser 1 700 € pour la réouverture lundi, là, pour être au niveau de sécurité qui est demandé. Une aide serait la bienvenue, d'autant qu'au niveau des petites entreprises, on n'en a pas tant que ça d'aide. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ce coiffeur? Alors, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même, puisque ça fait partie de ces métiers-là. Alors là, c'est plus chambre des métiers. Je n'ai pas encore regardé la fiche métier concernant les coiffeurs. Je rappelle aussi que pour la plupart des professions, et tous les jours, le ministère du Travail alimente ces fiches métiers qui permettent effectivement le cadre de reprise. Bien évidemment, il y a un surcoût pour toutes les entreprises, quelles que soient les entreprises qui se mettent en route. Alors, je comprends le coiffeur. Je pense que, j'ai entendu ou j'ai lu que certains coiffeurs, effectivement, avaient augmenté un petit peu leur prix pour couvrir une partie. Je pense que c'est normal et je pense que les consommateurs sont prêts à le payer. C'est une contribution normale, voilà. C'est comme ça. Deuxièmement, également, au niveau des aides, alors on a quand même pas mal de fonds réservés aux toutes petites structures, en particulier moins de 10 salariés. Je parlais des charges sociales, globalement, patronales et salariales. On a aussi des fonds qui ont été mis en place, que ce soit dans le Grand Est, mais ailleurs aussi. Il y a des fonds d'État, mais des fonds aussi régionaux qui ont été mis en place, abondés par les grandes collectivités, sur lesquels il y a des aides également, qui vont de 3 à 10 000 €. Je pense qu'on peut trouver là de quoi aider. Mais il faudra qu'avec nos chambres respectives et nos acteurs respectifs, on étudie cas par cas. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que de toute façon, il y aura des aides, il y aura des accompagnements, mais il faudra qu'économiquement, on trouve un petit bout aussi. Bien sûr. Alors, il y a une question qui va vous faire plaisir, Robert, parce que vous êtes un spécialiste de la question depuis très longtemps ici. Vous me regardez inquiet, mais vous allez voir. J'attends la question. La question est la suivante. Bonjour, je suis commerçant non sédentaire, entre parenthèses, fête foraine. Jamais, ni du gouvernement, ni ailleurs, on n'a parlé de nous. En fermeture administrative, comme beaucoup de commerces, seul problème, on ne sait rien par rapport à notre profession et surtout notre avenir et notre survie. Oui, cette personne a raison. Je veux dire, ils font partie des oubliés des débats. C'est une question qui vient d'être posée au niveau ministériel. La réponse ne nous est pas encore revenue. Je sais que ces professions sont en très très grande difficulté. En particulier, on a évoqué la Foire Saint-Jean, qui est un grand événement. Je crois qu'il y a des propositions qui sont faites par la profession et qui sont en cours d'expertise, mais cette question est véritablement sur le bureau des collectivités locales aujourd'hui. Les réponses devraient arriver maintenant assez rapidement, mais c'est une nécessité absolue. Je veux dire que les forains, on est dans une autre catégorie également avec les cirques, je dirais, où il y a une difficulté gigantesque pour ces entreprises, qui sont des entreprises très très lourdes, avec des investissements qui sont souvent considérables, puisqu'on parle d'industrie foraine, ça n'est pas complètement un hasard. Ah oui, c'est sûr qu'un manège, ça coûte de l'argent. Très cher. Et donc, devant des difficultés, je dirais, de reprise d'activité, et très certainement considérées comme non prioritaires, mais la personne a raison, ce n'est pas un motif, je dirais, pour ne pas traiter. Ils sont
investisseurs, salariés, chefs d'entreprise. Et il faut qu'on On peut espérer des nouvelles assez vite. Alors. Assez rapidement, oui. D'accord, parfait. Et puis il y a un autre secteur aussi qui ressemble, pour beaucoup d'ailleurs, au secteur de la restauration en termes de grand impact par rapport à la crise sanitaire que nous vivons, c'est le secteur des agences de voyage, du tourisme, qui est à peu près dans... Alors on a des questions qui provoquent, enfin qui montrent une grande inquiétude. Les agences de voyage et même les voyages événementiels tourisme ou non, suite aux annonces, pas de vacances, est-ce qu'il y aura des vacances? Est-ce que je dois réouvrir, dit quelqu'un qui a une agence de voyage, parce que Bruce se dit s'il n'y a pas de vacances, c'est peut-être pas la peine de rouvrir parce que j'aurai rien à vendre. J'imagine en tout cas, si ce n'est gérer les annulations, il n'y a pas grand-chose à faire. Et puis, donc, une question aussi qui parle de la même chose et qui fait écho au futur marché de Noël, en disant, nous, ici à Strasbourg, entre le tourisme qui ne va plus venir, en tout cas à court terme, et une reprise très incertaine dans mon domaine, plus les marchés de Noël auront-ils lieu, il y a un grand désespoir, là. On sent une détresse presque. Oui, et ben, on peut la comprendre parce qu'effectivement, je serais bien prétentieux de pouvoir apporter des solutions aujourd'hui. Ce que je peux juste dire, c'est que pour l'instant, il y a une mobilisation qui arrive là, sur la partie touristique. Comment repenser le tourisme aussi? On sait qu'il va être sur des territoires beaucoup plus réduits. Hein, on parle des 100 km. Peut-être ça s'élargira courant l'été, on verra. Dans 3 semaines, en tout cas, ça devrait... Voilà, on verra déjà un petit peu. Si tout va bien. Mais moi, j'invite de toute façon les représentants des agences de voyage et acteurs du tourisme, ils y seront invités, j'y veillerai du moins, à venir participer à ce travail-là, parce qu'il doit y avoir un plan de relance national du tourisme, mais aussi des plans de relance territoriaux et régionaux, pour voir de quelle manière on peut revoir un petit peu. Ça m'amène, si vous permettez, aussi à parler un petit peu de rapprocher nous un petit peu aussi les échanges économiques, parce que c'est un sujet sur lequel aussi la CCI se positionne aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les acteurs aujourd'hui se connaissent un petit peu mieux. On a lancé un nouveau site qui s'appelle business-sourcing.fr pour trouver sur la CCI, qui vient d'être mis en ligne cette semaine, qui doit permettre aujourd'hui à mieux se connaître sur nos propres territoires. On travaille avec la Chambre des métiers, la Chambre d'agriculture aussi, pour avoir des points de distribution les uns chez les autres et les uns avec les autres. Ça veut dire tout simplement que quelquefois, on va chercher bien loin. Oui, ce qu'on a à portée de soi. Ce qu'on a à portée de soi avec la même qualité, et même quelquefois des prix équivalents. Donc encore une fois, ça sera peut-être un des bienfaits, mais on s'en serait passé dans ces circonstances-là, bien entendu, un des bienfaits de la crise sanitaire actuelle, que le site Business Sourcing, j'ai trouvé personnellement en préparant ce plateau que c'était une idée géniale, quoi. Oui. Et alors on le teste en Alsace, mais on va très rapidement l'étendre certainement aussi au Grand Est, parce que tout le monde doit pouvoir bénéficier de ça. Je fais le lien avec le Business Act aussi de la région Grand Est, je crois qu'on en parlait, c'est très positif. C'est aussi cette philosophie nouvelle qu'on doit avoir tous pour travailler autrement. Je crois que voyons, hein, je le redis encore une fois, les points positifs. On a, j'appelle ça moi, pris un gros coup de pied aux fesses tous. On est tous aujourd'hui amenés à se retrouver, à discuter, à régler des problèmes, mais aussi à trouver des solutions et à penser l'avenir. Profitons de ce moment-là pour penser à un avenir qui soit beaucoup plus cohérent, respectueux de l'environnement aussi, qui fasse retrouver l'humain un peu différemment aussi. Je crois qu'on ne l'a jamais perdu de vue, mais enfin, pris dans le quotidien, on n'y pense pas tout le temps. C'est un peu comme ça que je l'interprète. Là, on n'a pas le choix. Le coup d'arrêt a été donné, on a le temps d'y repenser et de reconstruire autre chose. Et ça aussi, je pense que c'est une mobilisation de l'après-Covid. Et j'espère aussi que ce monde l'oubliera le plus vite possible et qu'on construira un nom pour ce monde de demain, économique en particulier. Il nous reste 3 minutes. Oui. Et c'est court, hein, mais justement, je sais aussi que alors cette crise, qu'on la regarde au niveau national ou qu'on la regarde au niveau Grand Est, voire Alsace, c'est un peu partout la même dynamique, les mêmes choses. Je crois qu'on s'est aperçu quand même de 2 choses. C'est qu'il faut au maximum développer les circuits courts. Ça, c'était presque une expression, si ce n'est d'écolo, ou quelquefois les élus employaient ça, mais on se disait, tiens, développer les circuits courts, oui, c'est beau, mais là, maintenant, on s'est aperçu de la nécessité impérieuse de le faire. Impérieuse. Et puis également relocaliser les activités productives. Ça, au niveau de la France, par exemple, je pense à cet exemple qui est presque caricatural. On manque encore aujourd'hui dramatiquement de masques. On ne peut pas les faire fabriquer, en tout cas ils ne peuvent pas venir aux quantités et à la vitesse qu'on voudrait parce que le marché mondial est complètement saturé et on a laissé il y a quelques mois dépérir la dernière entreprise française, je crois que c'est en Normandie, qui fabriquait des masques chirurgicaux. Voilà, le chef d'entreprise s'est répandu dans la presse, il avait bien raison à mon avis en disant c'est malin maintenant, vous nous avez laissé crever et maintenant vous avez besoin de nous.
Ça, ce sont des enseignements qui parlent directement au cœur des chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, eux, sont perpétuellement en demande de nouvelles activités, en train d'imaginer plein de choses. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a des besoins vitaux qui peuvent être satisfaits en circuit court ou localement. C'est une chance énorme pour le monde de l'entreprise en France. Oui, c'est une chance énorme. Et puis, on va parler de cette volonté politique de l'époque de désindustrialiser la France. Ça. On a mis beaucoup de temps pour essayer de la réindustrialiser progressivement un peu, l'usine 4.0, etc., de changer l'image de l'industrie aussi. Mais un pays qui n'a pas d'industrie est un pays dormant, il faut le dire. Le socle même de l'économie d'un pays, c'est l'industrie. Et donc, je pense que là aussi, ce coup de pied aux fesses, comme je vais encore l'appeler, aura permis certainement de prendre conscience qu'il est indispensable de réindustrialiser notre pays, qu'il soit plus en autonomie sur ses produits aussi à forte valeur ajoutée et sur ces produits sanitaires dont on vient de voir qui sont nécessaires parce qu'on n'est peut-être pas à l'abri, je ne suis pas pessimiste, mais je veux dire peut-être d'une nouvelle pandémie à venir un jour, il faudra s'y préparer aussi. Mais un petit peu pour donner un autre exemple extrêmement positif de la réactivité quand même de nos filières en France, on a un bel exemple en Alsace, c'est celui du pôle textile Alsace, qui en 15 jours, partant simplement, je dirais, d'un ensemble d'adhérents, a su constituer une équipe d'entreprise en mesure de fabriquer 30 000, puis 50 000, puis 100 000, puis 200 000, et bientôt, fin du mois de mai, si tout va bien, puisque cette opération, et la CECI a été là aussi pour accompagner au début, on n'a pas la prétention de l'avoir fait, mais d'avoir vraiment accompagné au début avec nos services, c'est de passer bientôt à 1,5 million, voire 2 millions de masques par semaine, grâce à l'industrialisation. C'est-à-dire qu'en 2 mois, on a créé une chaîne industrielle qui peut fabriquer 2 millions de masques par semaine. Et bien si ça, on peut le reproduire, grâce à toutes nos filières, à nos clusters, à nos soutiens, je pense à Semia et d'autres, soutiens au développement, à ces startups également, que tous les acteurs, effectivement, continuent à travailler ensemble, mais avec un fort volontarisme. Je le redis encore une fois, on ne peut pas être très volontariste, et dès qu'on avance, on a un mur qui soit réglementaire, juridique et autres, qui se plantent devant nous et qui disent « bah non, c'est super d'avoir accéléré ». Ça, je crois que voilà. Tout ce qui s'est passé ces derniers temps, l'État, quel qu'il soit et par qui qu'il soit, qui le représente, sera obligé de considérer cette question. On l'appelle de nos voeux parce que c'est, je dirais, l'organisation globale de notre pays à ce niveau-là qui devra changer et aussi gagner en agilité et en souplesse. Et on l'appelle vraiment de nos voeux. Je voudrais vous remercier, Jean-Luc Heimburger, pour la clarté de vos propos. Il nous a manqué encore 1 heure ou 1h15, ça c'est clair. Hein. Mais bon, en tout cas, je pense que ce plateau aura permis aux chefs d'entreprise qui auront écouté, et aussi à tous les citoyens, les salariés, bien entendu tous les citoyens, de prendre conscience qu'en Alsace aussi, il y a des ressources intéressantes au niveau des chambres de commerce et d'industrie. Merci à vous, Robert Herrmann, de nous avoir invités une nouvelle fois à faire notre travail. Hors norme vous remercie beaucoup pour la confiance que vous lui accordez. On va se retrouver demain à 11h pour un nouveau Facebook Live. Ce sera là la question scolaire qui est là aussi centrale, hein, absolument centrale dans la reprise qui nous attend lundi, le déconfinement lundi. Et puis on se retrouvera